Alors José Maria Neves, qui es-tu? Je suis né à São João del Rei, Minas Gerais, une ville des traditions musicales qui vient de l'époque coloniale, avec une tradition qui remonte au XVIIIe siècle. Je suis à Rio depuis 20 ans et j'ai fait ici mes cours de composition et des cours de formation de professeurs en éducation musicale. Après, j'ai fait des études en post-graduation à Paris, à l'Institut de musicologie de l'Université de Paris, en maîtrise et en doctorat, avec des recherches sur des sujets brésiliens, parce que j'ai toujours pensé que c'était plus intéressant pour moi et pour les Français d'avoir un sujet comme ça. Et j'ai travaillé sur la musique de Villa-Lobos pour la maîtrise, et j'ai travaillé sur la musique brésilienne au XXe siècle pour mon doctorat. Et ces études ont été éditées après par Ricordi, en 2 livres qui s'appellent Villa-Lobos, O Choro e os Choros. En français, ça s'appelait Les Choros, synthèse de la pensée musicale de Villa-Lobos, et un livre sur la musique brésilienne contemporaine. Je suis ici à l'Université de Rio de Janeiro depuis 1968, avec des cours d'histoire de la musique et d'histoire de la musique brésilienne surtout. Et actuellement, ici à l'université, je fais la coordination générale des cours de musique, et ça correspond à peu près à la direction de l'école de musique de l'université. Et à part ça, j'ai fait la coordination générale du programme de maîtrise en musique du Conservatoire brésilien de musique, qui est une institution privée très, très ancienne aussi, très traditionnelle. Et dans ce programme de maîtrise, on a déjà une quantité d'études, de recherches qui ont été produites. En même temps, depuis 1977, j'ai pris la direction de l'orchestre Ribeiro Bastos de São João del Rei. C'est un organisme musical d'amateurs qui a été créé en 1755. Un petit groupe qui a déjà 200 ans d'activité ininterrompue. Et avec ce groupe, on essaye de maintenir cette tradition. On a des archives qui sont très importantes, avec des milliers de documents, de partitions, de registres. Et on essaye aussi de maintenir, de garder une espèce de tradition d'interprétation de cette musique ancienne, une tradition qui vient par tradition orale. Et c'est vraiment un matériel d'étude très important. Et pour mon activité musicale, je crois que j'ai 2 choses qui marchent en parallèle. D'un côté, l'intérêt pour la musicologie historique et les études sur la musique baroque brésilienne. La dite musique baroque brésilienne, elle n'existe pas. C'est vraiment une musique de tradition classique, à la manière de l'école classique du XVIIIe en Europe. Et à côté de ça, un intérêt très grand sur le problème de la musique électroacoustique qui a commencé vers 1968, lorsque j'ai eu l'opportunité, la chance de faire un stage au GRM de l'ORTF et au centre de musique électroacoustique du Centre américain de Paris. Et j'ai quelque chose produit sur le plan de la musique électroacoustique aussi. Alors, quelle était la recherche
de l'histoire de la musique brésilienne? Jusqu'aux années 40, on ne connaissait pas du tout la production brésilienne plus ancienne. On connaissait à peu près la musique du 19e siècle, surtout à partir de l'arrivée au Brésil de la cour portugaise de Jean VI, qui est arrivé ici en 1808, après la fuite de Lisbonne lors de l'invasion napoléonique. À cette époque-là, la cour, conseillée par la couronne anglaise, a abandonné Portugal. Ils ont installé la capitale du royaume du Portugal à Rio de Janeiro, parce que ce serait beaucoup plus difficile de conquérir le royaume de l'autre côté de l'Atlantique. À partir de cette époque, on a une organisation musicale plus claire et des documents qui étaient à Rio, et c'était beaucoup plus facile d'étudier ça et de les jouer. On pouvait connaître un peu plus les choses. On ne connaissait pas du tout le 18e siècle et la vie musicale précédente. Dans les années 40, on a eu ici au Brésil la présence, l'activité d'un musicologue allemand, Francisco Kurt Lange, qui a eu une mission du gouvernement brésilien, du gouvernement de Minas Gerais, pour faire des études dans les archives des églises à Minas Gerais, pour chercher la musique qui était jouée dans ces églises qui sont du XVIIIe siècle et qui sont vraiment des merveilles en architecture baroque. Le point de départ, c'était la constatation que dans des églises baroques très élaborées, il devait exister une musique composée pour les fêtes religieuses. Et Kurt Lange, il a trouvé des registres très importants, des registres de contrats de musiciens, de commandes d'œuvres, et il a pu trouver aussi dans des archives de corporations musicales, comme de vieux orchestres et des bandes de musique, d'orchestres d'harmonie, des documents musicaux, de partitions, de parties musicales qui ont permis vraiment une très belle vision d'ensemble de cette activité musicale au XVIIIe siècle. Il faut dire que les découvertes de Kurt Lange ont été des découvertes pour le moyen académique. Il a révélé ces musiques dans les grandes villes, dans des universités, sous la forme d'études, de monographies académiques. Parce que à l'intérieur du Brésil, il existait encore une quantité de petits groupes d'amateurs qui jouaient encore ce répertoire. Il avait une chose de vie, de pratique musicale qui n'était pas connue dans les grands centres, et parce que ce n'était pas connu dans les grands centres, ça n'apparaissait pas dans les histoires de la musique. C'était ignoré par l'histoire de la musique. Il avait une pratique musicale qui n'était pas enregistrée par le musicologue. Ça a été très important quand même. Et à partir de cette époque, on a vu l'apparition d'une quantité assez grande de musicologues qui ont commencé à étudier cette histoire musicale dans les grandes villes du littoral. C'était vraiment les villes qui ont été les premières à être édifiées ou organisées sur le plan politique et social. Mais aussi à l'intérieur du Brésil,
on savait, on connaissait le mouvement musical à partir de textes, de voyageurs, de gens qui ont passé par le Brésil, de botaniques, de gens des sciences, sciences naturelles, qui ont fait des études, qui ont fait de remarques sur les choses qu'ils ont vues au Brésil au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. On a pu avoir la preuve, de trouver le matériel musical qui correspondait à ces descriptions assez sommaires. Et on a pu voir des choses à Rio de Janeiro, à São Paulo, qui a été vraiment un centre très important à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, et au nord du Brésil, surtout dans la région de Bahia, dans la région de Pernambuco, à Olinda, et dans la région de Maranhão, à São Luís, où vraiment il existait une vie culturelle assez intense, assez forte. Pour l'intérieur du Brésil, pour la province, on avait surtout un très grand mouvement musical à Minas Gerais, qui était le centre de la minération de l'or à la fin du XVIIe siècle, et encore plus loin, dans la région de Mato Grosso et de Goiás, où est maintenant la capitale, Brasilia, et qui était une région de production ou de minération de diamants. C'était vraiment des régions très riches sur le plan de la production, et des régions très riches qui ont permis l'organisation d'une vie culturelle et d'une vie musicale très très importante, sans doute plus importante que la réalité musicale de la capitale de la filiale portugaise au Brésil. La vie culturelle était beaucoup plus forte, beaucoup plus importante au centre du pays que dans les villes du littoral. Et pour le cas de Minas, on a pu avoir un ensemble de documents qui est vraiment unique au Brésil, par la quantité de choses, de matériel, sur le plan de contrats, de registres, de documents, des mairies et des corporations religieuses, et aussi sur le plan de documents musicaux, avec des partitions qui ont été gardées dans des archives des corporations de musique. Vraiment une énorme quantité de matériel qui a été réuni et qui aujourd'hui est réuni dans quelques grandes collections qui sont dans des archives de l'archevêché de Mariana, où il y a une sorte de musée musical qui est absolument fantastique, avec des collections de partitions on n'a pas si grandes au Brésil. Mais aussi à Ouro Preto, qui était la capitale de la province de Minas Gerais, et surtout à São João del Rei, où on a trois archives indépendantes, avec une collection de partitions qui est aussi très très importante. On sait qu'on a une vie musicale organisée à Minas Gerais, immédiatement après la création des premières villes à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, des villes qui étaient vraiment très petites, mais qui ont eu un très grand progrès à cause de la richesse matérielle.
Et on sait que vers la moitié du XVIIIe siècle, chaque petite ville à l'intérieur de Minas avait son orchestre, ou ses orchestres, avait son théâtre d'opéra, avait un échange culturel très fort avec l'Europe, recevait par exemple de troupes d'opéra qui venaient d'Italie ou qui venaient de France et qui souvent jouaient à l'intérieur de Minas Gerais des opéras qui étaient à peine créés en Europe. Quelques mois après la création d'un opéra à Rome ou à Milan ou à Florence, on pouvait entendre les opéras à Ouro Preto, à Mariana, à Sabará, ou même plus loin, à Cuiabá, à Mato Grosso, ou des petites villes de l'État de la province de Goiás. Malheureusement, les archives de Minas Gerais et des archives brésiliennes en général n'ont pas gardé des signes très précis de cette musique qui n'était pas d'église, de la musique d'opéra ou la musique de salon. Ça a disparu complètement. On a de programmes d'opéra, on a de critiques, mais on n'a pas de partition et quelquefois on ne sait même pas le nom des auteurs de ces opéras. On a le nom d'opéra, quelquefois on a le nom de l'auteur du livret, mais souvent on n'a pas le nom du compositeur. Je crois que ce genre de musique a disparu à cause de son caractère à peu près éphémère. La chose ne durait pas. Un opéra, on le jouait, on l'entendait et c'était fini. On faisait un autre pour la fête de la semaine suivante. Et on faisait beaucoup de fêtes à cette époque-là. Un mariage d'un prince à Lisbonne, la naissance d'un fils d'un prince à Lisbonne, la participation un événement politique, ça a été des raisons suffisantes pour organiser, pour faire ici une semaine de commémoration, avec des messes chantées, avec 2 ou 3 opéras, avec un bal, avec, je sais pas, même des choses une corrida, je sais pas comment ça s'appelle en France, de taureaux. Si. Mais le répertoire était vraiment une chose d'occasion et on ne gardait pas ça. Pour la musique d'église, ça a été complètement différent parce que on avait des corporations fixes, organisées, qui étaient liées par contrat avec 1 ou 2 ou plusieurs églises. Et dans l'église, il y a une chose circulaire de la programmation musicale. Le cycle liturgique, il recommence à chaque année. À cause de ça, sûrement, les gens ont eu la préoccupation de garder les répertoires. Bien qu'on sache que pour les grandes fêtes, on n'osait pas reprendre une œuvre. C'était vraiment l'habitude de composer toujours une nouvelle chose pour l'année suivante. Mais de toute façon, on gardait le répertoire. Et à cause de ça, on a pu trouver dans les archives des corporations de musique la collection des musiques qui avaient été jouées au passé. On a pu faire 200 ans d'histoire de la musique, surtout à Mariana, à Ouro Preto et à São João del Rei. D'une certaine façon, à Rio de Janeiro aussi, parce que après l'arrivée de Jean VI et après l'indépendance du pays 1822, Rio de Janeiro a aussi organisé d'une façon très précise sa vie culturelle et sa vie musicale. Et on a à Rio aussi des archives à l'archevêché qui sont très très importants.
après l'étude des livres de registre et après l'examen des collections de manuscrits musicaux, on a pu trouver et établir une liste, une séquence des grands musiciens du passé à Minas Gerais. Et vraiment, l'examen de la production de ces gens-là nous permettent de mesurer un peu la qualité de la production et nous permettent aussi de voir comment se faisait la formation du musicien, l'organisation sociale des musiciens, la position du musicien dans la société, le caractère, disons, professionnel de la vie de ces musiciens, parce qu'on sait qu'ils étaient des professionnels qui gagnaient très bien sa vie, ils gagnaient très bien leur vie. Et on a des noms qui méritent d'être détachés, comme par exemple José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, qui a commencé sa carrière tout au nord de l'État de Minas Gerais, très loin de la capitale de la province, dans une région qui s'appelle Diamantina, parce que c'est exactement le centre de la production des diamants. Et un musicien qui a été très bon compositeur, qui a été chanteur, qui a été l'organiste de l'église principale de Diamantina, et un compositeur qui après est allé à Ouro Preto, la capitale de la province, et qui a été vraiment le grand nom de la musique de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et que tout à la fin du siècle est venu à Rio de Janeiro et a eu 3 ans d'activité dans le grand centre de la capitale de la province du Brésil. Il sort de la petite ville, il passe à la capitale de la province de Minas Gerais, il vient à Rio de Janeiro, pas encore capitale du royaume, mais vraiment la plus importante ville du Brésil. Et il meurt au Brésil, à Rio de Janeiro au début du XVIIIe siècle, 19e siècle, 1802. Mais on a aussi d'autres compositeurs qui sont vraiment très importants, comme par exemple Francisco Gomes da Rocha, qui était compositeur, qui était chef d'orchestre, mais qui était professionnellement joueur de timbales dans le régiment, parce qu'il y avait aussi les orchestres militaires qui étaient des organismes professionnels. Et Francisco Gomes da Rocha, il jouait dans le régiment, dans la compagnie militaire, où était aussi un type très important pour l'histoire brésilienne, qui était Joaquim José da Silva Xavier, appelé Tiradentes, qui a été le chef de la rébellion pour la libération du pays, pour l'indépendance du pays à 1789. La révolution de 1789. Les deux étaient ensemble dans la même corporation, un musicien et un leader politique. Il y a aussi 2 compositeurs très importants, mais qui ont une œuvre qui n'est pas assez étudiée. Il s'appelle Marcos Coelho Neto, et ils sont 2, père et fils. Les 2 étaient chanteurs, les 2 étaient joueurs de French horn. Les 2 compositeurs, ils étaient les 2 chanteurs, ils étaient aussi joueurs de corps, cornistes, je crois. Et
malheureusement, dans les partitions, dans les musiques, on a toujours l'indication de Marcus Coelho Neto et jamais l'indication précise si c'est le vieux ou les jeunes. Et on mélange un peu l'œuvre musicale des deux grands compositeurs. On a aussi un très bon compositeur de Ouro Preto qui s'appelle Inácio Parreiras Neves, qui a aussi laissé une œuvre assez longue, assez vaste. Et avec ces compositeurs, on peut avoir un petit panorama de la vie musicale de Ouro Preto, surtout à partir de 1750 jusqu'à la fin du siècle. Pour la région de São João del Rei, qui vraiment, je considère la région la plus importante pour l'histoire de la musique brésilienne ancienne, on a surtout deux compositeurs qui sont très importants. Il faut connaître l'œuvre de ces deux compositeurs pour avoir une idée du mouvement musical, de la façon de composer à l'époque. Le premier s'appelle Manuel Dias de Oliveira, qui était né dans une petite ville qui s'appelait São José del Rei et que s'appelle aujourd'hui Tiradentes, hommage exactement au leader de la révolution de 1789 et qui est né dans cette petite ville aussi. Manuel Dias de Oliveira, il était organiste et il était aussi un calligraphe, un spécialiste en calligraphie. Et il était aussi capitaine du régiment de la ville qui s'appelle Tiradentes aujourd'hui. Il était capitaine avec une caractéristique très importante. Il est arrivé à la position de capitaine, mais pas avec tous les droits d'un vrai capitaine. Il avait les droits d'être obéi, de diriger la corporation, mais il n'avait pas le salaire de capitaine. Il n'avait pas la possibilité de continuer sa carrière militaire parce qu'il était noir. Et pour la carrière militaire, pour arriver au grand poste de la carrière, on ne pouvait pas être noir ou mulâtre. Mais de toute façon, c'est un capitaine qui était musicien aussi, et il signait sur ses partitions, capitaine Manuel Dias de Oliveira, toujours. Il a laissé une œuvre très importante, très longue, avec beaucoup de choses pour chœur à 4 ou double chœur à 8 voix, et beaucoup de choses aussi pour voix et orchestre, à la manière d'utilisation de l'orchestre dans la région à l'époque. Un orchestre qui est très petit, avec des violons, basses, basse continue, et quelques instruments avant, quelquefois deux hautbois et souvent deux corps. Et dans la même région, il y a un autre type extraordinaire qui s'appelle Antônio dos Santos Cunha, qui est très mal connu jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas trouvé des informations, des renseignements sur sa biographie. On a 2 ou 3 registres de contrats qui peuvent le situer dans une certaine époque, deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais on ne sait pas où il est né, quand il est né, qu'est-ce qu'il faisait à part la musique. Mais on connaît quand même une quantité assez bonne, assez grande de partitions qui sont les choses les plus travaillées de la musique de São João del Rei à cette époque. C'est un style très moderne,
au contraire de Manuel Dias et des autres compositeurs de son époque qui employaient un style classique de procédance allemande, d'origine allemande. Et Antonio dos Santos Cunha, c'est le grand moderne. Il écrit à la manière de l'opéra italien de la fin du XVIIIe siècle. Très, très moderne pour son époque, par rapport à la musique, même la musique européenne qu'on faisait à son époque. Il n'est pas mozartien ou il ne suit pas la technique de Haydn ou le style de Haydn, il va plutôt du côté de Rossini. Je crois qu'on a une petite idée de cette musique et il fallait évidemment entendre des exemples, ce serait très important. Mais je voudrais aussi faire quelques commentaires sur le travail en musicologie qui est fait à Minas maintenant et à propos des disques. Est-ce que tu peux me dire comment est aujourd'hui encore restée la tradition de la musique baroque à Minas Gerais, Ouro Preto et dans les environs? Je peux raconter un peu mon expérience personnelle. Je suis né dans la région et je me souviens que lorsque j'étais enfant, ça fait une trentaine d'années, a Ouro Preto, à Mariana, à Sabará, à Tiradentes, à Prados, dans plusieurs villes, il y avait toujours de corporations musicales, les vieilles corporations musicales qui venaient du XVIIIe siècle, qui étaient responsables de fêtes religieuses comme la Semaine Sainte, les fêtes de Noël, le Neuvaine en honneur des saints le plus important du calendrier catholique. Et ça existait comme des choses vivantes toujours. Malheureusement, à partir des années, fin des années 50 et surtout à partir des années 60, avec la réforme liturgique, la modernisation de l'Église, l'aggiornamento, je crois que la chose a été mal comprise et l'Église catholique a d'une certaine façon contribué pour la destruction de cette tradition musicale. Parce que la musique, la chose chantée, les grandes partitions pour la Semaine Sainte, pour la messe, etc., ont été abandonnées et substituées par une musique assez pauvre, en portugais, composé pour l'occasion. La chose pourrait être chantée un peu n'importe comment. Ce qui est dommage. Et cette modernisation a vraiment coupé une tradition qui avait déjà 2 siècles de vie. Et ça me fait penser toujours que la tradition a été gardée parce que la musique, elle n'était pas regardée, elle n'était pas vue comme un phénomène esthétique. C'était vraiment la chose de l'utilité, c'était la fonction de la musique qui était la chose la plus importante. Tandis que lorsque l'esthétique est plus important, il faut garder le caractère esthétique. Lorsque l'utilisation, l'emploi, la fonction est plus importante, il faut garder la fonction. Et si, comme a été le cas, on enlève la fonction de la musique, elle ne peut pas rester debout. Et dans ces villes que j'avais connues très bien, ça fait 30 ans, avec ses orchestres, avec ses chœurs, avec sa production musicale, ces villes qui avaient l'expérience musicale, elles ont perdu ça très très rapidement. Et actuellement, à Ouro Preto, on peut voir quelques fois dans l'année une messe, une fête
avec un petit peu de musique. La seule région qui a gardé totalement l'expérience musicale qui vient du XVIIIe siècle a été la région de Saint-Jean-de-Rey. Et ça, pour une raison qui est assez simple, le peuple, la population de Saint-Jean-de-Rey est très traditionnaliste. Elle aime son passé, elle ne veut pas changer son passé, elle veut garder tout ça. D'autre part, à Saint-Jean-de-Rey, la fraternité et la corporation religieuse, c'est vraiment une tradition portugaise très ancienne, ça, elle continue très forte. Et en effet, à Saint-Jean-de-Rey, les églises, les immeubles églises, ils n'appartiennent pas à l'église institution. L'évêque, il n'est pas le patron de l'église, des églises matérielles. Et ce sont vraiment les corporations religieuses qui sont les propriétaires, comme des sociétés civiles, qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur maison. Et les corporations religieuses, les fraternités religieuses, elles gardent les grandes fêtes du calendrier catholique, et chaque fraternité veut faire sa fête plus belle que la fête de l'église voisine. Et chaque fraternité maintient le contrat avec une vieille corporation qui avait un contrat depuis très longtemps. À cause de ça, à Saint-Jean-de-Rey, on a aujourd'hui deux corporations, deux orchestres qui ont été créés les deux vers 1750 et qui partagent la responsabilité musicale des églises, et elles sont beaucoup, des églises de Saint-Jean-de-Rey. Il y a l'orchestre Ribeiro Bastos, qui moi-même je dirige, qui a des contrats avec les principales fraternités qui ont siège à la cathédrale de Saint-Jean-de-Rey, mais qui a des contrats aussi avec la fraternité, le tiers-ordre de San Francisco, le tiers-ordre de Notre-Dame du Mont-Charmel, et avec d'autres fraternités. Et il y a aussi l'orchestre qui s'appelle Lira São Joanense, qui a des contrats avec la fraternité de Notre-Dame du Rosaire, avec la fraternité de Notre-Dame, je ne sais pas son nom en français, c'est une fraternité ancienne espagnole qui travaillait pour la libération des esclaves espagnols qui étaient aux mains des Arabes. Ça s'appelle en portugais Nossa Senhora das Mercês. Ça existe aussi dans des autres pays d'Amérique latine. Nossa Senhora das Mercês. Et les deux orchestres, qui s'appellent orchestres, mais ce sont des ensembles mélangés, instruments et voix, petit orchestre classique et petit chœur. Et elles partagent entre elles la programmation religieuse de la ville. Et avec la maintenance, la garde de la tradition musicale, on peut avoir à Saint-Jean-de-Rey une expérience qui, je crois, c'est une expérience unique au monde. Si on arrive à Saint-Jean-de-Rey à n'importe quel jour de la semaine, on va à l'église, on se voit dans la messe, on assiste, on participe de la messe avec un chœur et un orchestre qui joue un répertoire du XVIIIe et du XIXe siècle brésilien. Ça, vraiment, c'est une expérience de tous les jours à Saint-Jean-de-Rey. Et lorsqu'il y a les grandes fêtes, je ne sais pas, Notre-Dame de la Conception, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Mont-Charmel, Saint-François, les saints qui sont au
âgés qui sont dans des églises les plus importantes de la ville, on a pas seulement la messe chantée, mais on a toute une neuvaine qui est réalisée. Et on a la musique tous les jours, tous les soirs, on a les processions, on a tout ça. Et si on arrive à Saint-Jean-de-Ré à l'époque de la Semaine Sainte, et vraiment c'est le grand festival. Parce que d'abord, la Semaine Sainte à Saint-Jean-de-Ré, elle ne dure pas une semaine, elle dure 3 semaines. D'ailleurs, le carnaval brésilien aussi, il ne dure pas un jour et même pas une semaine. Il peut prendre 2 mois. Hein. Et on aime la fête. Et la Semaine Sainte à Saint-Jean-de-Ré, vraiment, elle commence 3 semaines avant Pâques. Et on a, pendant tout ce temps, une quantité de fêtes d'église ou fêtes de rue, à l'extérieur, avec des processions, avec des chants, avec des fêtes au cimetière, avec des choses de préparation. Et pendant la Semaine Sainte, entre le dimanche de Rameaux et le dimanche de Pâques, vraiment, on passe toute la journée à l'église. Parce que il faut chanter les offices, il faut chanter la messe, il faut faire la procession, et à la fin de la semaine, à partir de mercredi saint, on a même le chant de Matines et Laudes, la vieille tradition européenne, et même le chant de Vêpres pour le samedi saint et le dimanche. Et vraiment, ça prend toute la journée avec un répertoire qui est absolument extraordinaire parce que pour chaque fête, il y a sa musique. Et avec une partie du répertoire qui est fixe, ça reprend à chaque année, et une partie du répertoire qui est mobile. Et pour cette partie du répertoire, on se plonge dans les archives et on essaye de trouver toujours des œuvres qui n'ont pas été jouées depuis 50 ans, 100 ans, etc. C'est vraiment une expérience unique. Et c'est pas facile de maintenir ça, de garder tout ça, parce que c'est un groupe, ce sont les deux groupes d'amateurs, des gens qui font un peu de tout, toutes les professions sont présentes, et des gens qui gardent 2 nuits par semaine, 2 soirs par semaine, pour les répétitions, pour les exercices de chant ou d'instruments, etc. On n'a pas une qualité musicale qui soit, disons, professionnelle, pas du tout, mais on a un climat musical et religieux qui est très important et qu'il faut absolument garder. Je crois que de la même façon qu'on a un tourisme touristique pour les endroits qui sont tout simplement beaux au Brésil, on commence à voir depuis, je ne sais pas, 10 ans, un tourisme musical à Minas Gerais. À chaque année, on reçoit davantage d'Européens surtout, qui viennent au Brésil à l'époque de la Semaine Sainte et qui passent toute la journée à l'église, dans l'église, pour écouter, pour connaître ces genres de répertoire. Ça ne fait pas très longtemps, j'ai reçu la visite d'un très bon compositeur et musicologue allemand qui est arrivé à Saint-Jean-de-Ré le vendredi saint. Et lorsqu'il a vu le chant de la Passion à la manière de Minas Gerais du XVIIIe siècle, il était vraiment, il comprenait plus rien du tout, parce qu'il rencontrait une chose qui était tout à fait semblable aux passions qui étaient jouées en Allemagne avant le XVIIe siècle. C'était une tradition beaucoup plus ancienne qui a été gardée à Portugal et en Espagne, et qui est venue au Brésil, et qui a été gardée après exactement comme elle était avant à Saint-Jean-de-Ré. La forme de chant de passion, pas à la manière de Bach, avec des solistes, des chœurs, etc., qui chantent tout le temps, mais la passion qui est le dialogue entre 3 célébrants, 3 personnes du clergé qui sont vraiment dans cette position liturgique
et qui font un dialogue avec des solistes de chœurs et orchestres qui sont de l'autre côté de l'église, dans une sorte de stéréophonie qui est aussi très intéressante. Et avec un mélange de chant grégorien qui est utilisé par les chanteurs du clergé qui sont devant l'église, et la polyphonie à la manière très classique utilisée par le chœur et l'orchestre. C'est vraiment une expérience très intéressante, et ce n'est pas un concert pour écouter la Passion selon saint Matthieu, c'est vraiment dans la messe. Ça veut dire que la messe du dimanche de Rameau, on chante la Passion selon saint Matthieu, ou la cérémonie du vendredi saint, on chante la Passion de Saint Jean selon Saint Jean, ça peut durer des heures, hein, parce que c'est le chant de la Passion dans un ensemble qui est aussi très très grand, très long. Ça prend du temps et c'est très joli. Il ne faut pas laisser ça mourir, hein. Il faut le garder tout près. José Maria, combien de groupes existe-t-il dans la région de Minas Gerais qui font cette musique traditionnelle de baroque? Actuellement, on a que 4 groupes qui font ce genre de travail pendant toute l'année et qui gardent vraiment la tradition à la manière ancienne. À São João del Rei, 2 groupes, l'orchestre Ribeiro Bastos et l'orchestre Lira Sanjoanense. Et à Tiradentes, un petit groupe qui s'appelle Orchestre Ramalho, qui malheureusement, je crois, qui arrive à la fin de sa vie parce qu'ils n'ont pas pu faire le renouvellement des musiciens. Aujourd'hui, c'est un tout petit groupe de gens très, très âgés. Ça veut dire que ça va disparaître sans doute. Et à Prados, tout près de São João del Rei aussi, 20 km, où il y a un orchestre, toujours avec chœur, hein, lorsqu'on parle d'orchestre, c'est un groupe chanteur et instrumentiste, un orchestre qui s'appelle Lira Siciliana. Je disais qu'à Tiradentes, la tradition risque d'être coupée maintenant à cause de l'âge des musiciens qui jouent actuellement. Vraiment le manque de renouvellement. Et il faudrait aussi dire qu'à São João del Rei et à Prados, on risque moins de voir couper cette tradition, parce que à l'orchestre Ribeiro Bastos surtout, on fait depuis une dizaine d'années tout un travail dans la communauté pour éveiller l'intérêt des gens qui sont très jeunes. Ça fait 10 ans, lorsque je commençais à diriger ce groupe, j'avais une trentaine de musiciens, entre chanteurs et instrumentistes, et la moyenne d'âge, c'était vers 50 ans. Très très peu de musiciens un peu plus jeunes que ça, et beaucoup de compositeurs qui avaient 70 ans. Ça risquait de disparaître facilement. On a fait un petit travail. Actuellement, on a un groupe qui a à peu près 85 personnes, entre chanteurs et instrumentistes. La moyenne d'âge est tombée, et elle est peut-être actuellement vers le 30 ans. Et une bonne partie des musiciens
à vers 15-16 ans. Et ce sont vraiment les gens les plus passionnés par la musique, les gens qui veulent avec vraiment la grande force la garde de la tradition musicale, et des gens qui ont compris qu'il s'agit d'un travail d'amateur et qu'il ne faut pas rêver d'une vie professionnelle, de vivre avec les ressources de ce genre d'activité. Ce sont des gens qui ont compris qu'ils vont faire leur carrière ailleurs, dans d'autres professions, même avec la musique, comme professeur au conservatoire, etc. Mais que pour jouer à l'orchestre Ibero Bastos, ils vont rien gagner. Ça continue un groupe qui est ensemble parce qu'ils aiment la musique, parce qu'ils aiment cette musique et parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber la tradition musicale locale. Alors, José Maria Neves, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps pour nous expliquer et plus pénétrer dans ce monde extraordinaire de la région de Minas Gerais. C'était un plaisir.